Alors, on va peut-être commencer par la question. Ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Bonjour, moi c'est Maxime. Salut Maxime. Moi, je suis en néo interne à Paris. C'est une question parce que l'ophtalmo, on la voit pas beaucoup pendant l'externat, etc. Ça veut dire que là, on va arriver au premier jour, enfin, de stage, donc en ophtalmo, et je pense qu'on va être paumé. C'est pour savoir comment vous l'avez vécu, comment on le vit. Est-ce qu'on demande toutes les 5 minutes un avis au chef jusqu'à que ça rentre? Enfin, comment ça se passe? Ouais, Ouais. justement, là, on allait venir sur la partie juste après, notamment de l'examen clinique. Mais on peut commencer. Enfin, on peut commencer maintenant. Du Euh, coup, enfin, on allait commencer maintenant d'ailleurs. ouais. En vrai, Ça peut premier être jour, possible. vous êtes. Donc là, on parlait justement des orthoptistes. Au début, moi personnellement, dans mon stage, les quelques premiers jours, je reste avec les orthoptistes qui t'apprennent les examens complémentaires, comment faire un OCT, comment utiliser le réfracto, etc. Ou alors, tu es avec un interne plus vieux qui t'explique vraiment comment faire un examen clinique. Je sais pas s'il y en a qui sont passés en ophtalmo avant. Quand on n'est jamais passé en ophtalmo, c'est on sait pas, c'est comme si vous aviez un stéthoscope et vous savez pas l'utiliser. Là, vous retrouvez d'une lampe à fente, on sait pas comment ça fonctionne, on sait pas faire un examen clinique. Donc, faut avoir en tête que le début de l'internat, en tout cas les premiers mois, sont vraiment pas faciles. Faut être prêt à réaliser qu'on sait rien faire devant le patient. Et donc, faut prendre le temps. C'est plein de choses qui arrivent petit à petit. Donc, poser des questions. Au début, tu vas être soit avec un chef, soit avec un interne qui va t'expliquer. Et petit à petit, au début, tu es souvent avec quelqu'un. Puis petit à petit, tu t'émancipes. Mais voilà, faut réaliser que c'est. Enfin, pour certains, des fois, quand tu es laissé un peu seul, c'est vrai que ça peut être très dur. Faut juste être patient, prendre le temps d'apprendre et de pas être pressé. Il y a plein de signes cliniques qui sont pas faciles à voir. On fait des jolis zooms sur ma tête, c'est sympa. Il y a plein de signes, enfin, par exemple, on va y venir, mais plein de. Le Tyndall qui est pas facile à voir, faire un fond d'œil, des fois on met plusieurs semaines à réussir à en faire un. Donc il faut vraiment prendre le temps et il n'y a Moi, pas d'inquiétude à avoir. Tu verras dans ton stage comment ça se passe en particulier. si je peux répondre à ta question, par exemple, moi, mon premier stage, j'ai mis 15 minutes à savoir allumer la lampe à fente. Alors, bien sûr, mon aide-soignante s'est délectée de ce moment et m'a regardé pendant 15 minutes après m'avoir montré comment faire. Je demandais des avis pour des chalazions. Voilà. J'ai demandé des avis pour tout et rien. Mais à la fin de ce même stage, on m'a laissé faire beaucoup de choses. On m'a fait laisser faire tous les lasers différents. On m'a laissé opérer, rentrer dans un œil. On m'a laissé gérer les urgences tout seul. Alors oui, des fois ça met un coup à l'ego, mais vous allez très vite monter les marches. Ne sautez pas, ne va pas trop vite. S'il y a juste un petit conseil, ne va pas trop vite. T'as pas besoin d'aller trop vite. Justement, reste naturel, reste agréable pour tout le monde et tu verras que plus tu donnes dans ton service, plus tu vas être récompensé aussi. Donc, je te dirais de prendre ça au sérieux, mais pas trop, et de surtout laisse venir les choses et sois résilient et un peu humble sur le fait que bah, ça prendra le temps que ça prendra, mais tu y arriveras. Alors, on a une autre question aussi. Est-ce que ramener un petit cadeau symbolique le premier jour est mal vu? Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? À manger, c'est toujours une bonne idée. Voilà, finalement. Non, je pense pour répondre à la question d'Amani, c'est pas forcément indispensable de ramener en début de stage. Par contre, en fin de stage, c'est assez sympa, ouais. C'est sympa. Et pour la question d'avant, je pense la chose principale à retenir, c'est que c'est normal de ne rien savoir au début et que ça va prendre du temps. Et c'est vrai pour apprendre à faire un examen clinique, c'est vrai aussi pour les mots. Au début, vous n'allez pas comprendre les mots, les abréviations. Il faut demander, il faut rechercher, vous regardez sur Internet, vous demandez à ChatGPT. Au début, vous allez lui poser 50 fois la même question et vous n'allez pas retenir la réponse. Et puis à force, ça va rentrer. C'est normal, ça prend du temps. Voilà, faut pas faire le fou au début et essayer de faire les trucs tout seul. Prendre son temps. Et ça prend du temps, hein. Moi, je pensais que au bout d'une semaine, c'est bon, je serais à l'aise en ophtalmo. Bon, ça prend au moins un semestre. À minima.
On parle brièvement des urgences. Globalement, l'urgence ophtalmologique, c'est vraiment un schéma fait maison. Donc, c'est pas vraiment des recos HAS là, hein. Mais vous êtes en face de la population générale, la population hospitalière quand vous êtes dans un centre, et la consultation ophtalmo de ville quand on vous adresse des patients. Ils viennent aux urgences ophtalmologiques et là ensuite, vous allez décider via votre prise en charge et via aussi parfois des avis, où est-ce qu'ils vont aller ces patients? Est-ce qu'ils vont retourner à domicile? Est-ce qu'on va faire un suivi rapproché? Est-ce qu'il va falloir programmer une chirurgie? Est-ce qu'il va falloir les hospitaliser parfois? Ou est-ce qu'on va les réorienter finalement dans d'autres spécialités, notamment les urgences générales? Donc ça, c'est un peu le travail de l'urgentiste. On ne va pas vous demander de faire un diagnostic précis, surspécialisé. On va demander un peu de savoir un peu gérer le degré d'urgence d'être un peu clairvoyant là-dessus. Donc, vu qu'on nous donne des responsabilités au début, on panique. Et on panique parfois à tort, parfois à raison. Donc parfois, il y a des urgences vitales. Tout ce qui est brutal, je ne vous refais pas le topo, mais tout ce qui est brutal, amputation du champ visuel, c'est des choses qu'il faut penser au vital. Il faut aller directement voir un senior, pas trop attendre. Et surtout, tout ce qui est neuro-ophtalmologique, ne dilatez jamais un patient avant qu'il soit vu par un senior. Voilà. Toute urgence neuro-ophtalmologique. D'accord? C'est un petit réflexe à avoir. Gardez-le bien en tête. Votre première urgence neuro-ophtalmologique, ne dilatez pas et appelez le senior. Ça se passera très bien. OK? Les urgences fonctionnelles, donc c'est tout ce qui est un peu la beauté de notre métier, c'est qu'on va parler à la fonction des gens, donc à leur qualité de vie. Mais parfois, voir un peu flou, ça peut être moins grave que ne plus voir du tout. D'accord? Mais ces urgences fonctionnelles-là sont souvent plus mal vécues parfois chez certains patients. Il y a les urgences subjectives aussi du patient, c'est qu'il croit être grave mais qu'il n'est pas. Et il y a aussi vos urgences à vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis tout seul, comment je vais pouvoir faire pour finir cette liste interne? Tout ça, bah, vous êtes un peu le maître, le chef d'orchestre, d'accord? Donc c'est de l'apprentissage, il faut se donner le temps, il faut s'appuyer aussi de ces seniors. Je vous parle juste de cet exemple, après on ira peut-être un peu plus vite sur les diaporamas. Le je vois une tache noire. En fait, ça nous fait tous un peu suer quand il est à 17h30 et qu'on aimerait partir et qu'on voit un patient qui nous dit bah, je vois une mouche qui vole. Mais en fait, une mouche qui vole, selon deux patients différents, ce sera deux choses différentes. Une mouche qui vole, ça peut être très bien un corps flottant qui se balade dans l'œil, comme ça peut être une noyade. Voilà. Et donc, pour l'instant, au départ, restez systématique, vous vous tromperez jamais. Tout corps flottant, tous symptômes un peu bizarres, on fait les examens, on les déroule. De toute manière, ça nous fait toujours plus d'entraînement pour pratiquer le fond d'œil, qui est une pratique qui, moi, pour ma part, m'a mis au moins 1 an pour vraiment savoir ce que je faisais dans un œil avec une lentille. D'accord? Donc c'est long, mais vous progressez. C'est pas on-off. Donc vous allez voir que ça devient de plus en plus satisfaisant. Rapidement, au niveau de la consultation, c'est récupérer un motif de consultation, écouter le patient, recevez sa plainte principale, ça vous aidera à communiquer avec lui. Faites l'acuité de loin, de près, la tension intraoculaire, vous regardez à la lampe à fente, et ensuite, là, on réfléchit. Est-ce qu'il y a besoin de dilater? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de dilater? Euh, c'est votre première année. Je vous dirais surtout de ne pas rater l'occasion de faire des gestes. Donc, si vous devez poser un verre de Guionio ou si vous posez la question si je dois le faire ou non, au pire, vous l'avez fait pour rien, mais au moins vous êtes entraîné. D'accord? Faites un maximum possible là-dessus. Et ensuite, rapidement, les avis neuro, je me permets de réinsister parce que moi, je ne le savais pas forcément, mais on appelle avant de dilater. Les avis rétine, c'est peut-être plus différent. On dilate au maximum avant d'appeler. Et sinon, dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler votre senior plus tôt. Et je vais laisser Rémi pour cette partie-là. Du coup, là, c'est un petit, comment dire, on va dire un Tu petit... peux venir à ma place, du coup. Ouais, bien sûr. Ok. Du coup, petite partie là sur un mot d'examen clinique. Donc, plein d'abréviations. Moi, je vous conseille au début, enfin même tout le temps, de ne pas utiliser les abréviations parce que des fois, vos mots, vos comptes rendus de consultation vont être utilisés pour
vont être donnés aux patients, vont être utilisés pour donner à d'autres médecins dans d'autres spécialités qui comprennent absolument pas nos abréviations. Donc, dans tous vos mots, je vous conseille vraiment d'utiliser aucune abréviation pour que ce soit le plus compréhensible pour les non-initiés à l'ophtalmologie. Donc, OD, OG, je pense que vous avez tous compris. Œil droit, œil gauche. Acuité visuelle AV, PIO, pression intraoculaire. LAF pour lampe à fente, avec CC, cornée claire, CACP, c'est chambre antérieure calme et profonde. CCN+, c'est-à-dire cataracte corticonucléaire, une croix. Et FO, PPN pour pôle postérieur normal, RAP, rétine à plat. Je vous conseille de ne pas trop utiliser ces abréviations. Il faut juste savoir ce que ça veut dire quand d'autres ophtalmos les utilisent. Donc là, on vous enverra le diapo. Je ne sais pas si vous voulez prendre en photo pour ces abréviations. Plein d'abréviations compliquées que, à force de voir, vous comprendrez. N'hésitez pas à poser la question. De toute façon, avec vos chefs ou vos co-internes, dès que vous avez la moindre question, même si c'est la question qui vous semble la plus bête du monde, posez-la. Au début, vous avez la carte blanche du socle où vous êtes libre de poser toutes vos questions. Et si vous attendez jusqu'à être plus vieux, là, on pourra plus vous juger d'avoir posé une question qui semble peu pertinente, alors qu'au début, voilà, on a un peu cette chance en tant que socle de vous pouvez poser toutes les questions les plus bêtes du monde, personne ne vous jugera. Donc, première étape, en général, de l'examen clinique, l'utilisation du réfractomètre automatique. Donc là, on n'en a pas ici, mais vous verrez, c'est assez simple. Vous arriverez vite à l'utiliser. Ça, c'est pour du coup avoir le ticket de correction pour que le patient voit le plus net possible. Donc ça, vous le savez sûrement, je ne sais pas si vous vous en rappelez un peu. Donc la première colonne, c'est la sphère. Le deuxième, le cylindre, donc avec l'astigmatisme. Et à la fin, ce chiffre-là, c'est l'axe de l'astigmatisme. Pardon. Après, on a là, c'est les lunettes d'essai. Dans certains services, il y a uniquement ces lunettes d'essai pour tester la réfraction du patient. On vous expliquera comment faire. C'est pas très compliqué, même si au début ça peut le sembler un petit peu. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus des choses automatisées, qui c'est un peu plus rapide, un peu plus simple. Mais il faut apprendre à utiliser les deux, car dans certains services, il y a uniquement les lunettes d'essai. Donc, ça, petit point, donc c'est pour les prescriptions de lunettes. Donc, c'est important quand même à savoir, ne pas prescrire directement la réfraction et le ticket qui sort après avoir utilisé le réfractomètre automatique. Un patient qui n'avait pas de lunettes ou qui avait une certaine correction, si on prescrit une correction avec une différence de sphère de plus de 0,75 dioptries, le patient il risque de très mal supporter les lunettes. Donc, parfois, les lunettes, il ne faut pas prescrire le ticket qui sort, il faut souvent après tester, faire la réfraction subjective. Donc, tester une certaine correction pour voir si le patient la supporte. Et dans tous les cas, respecter ces règles de prescription. Sinon, le patient, il va revenir, il va aller voir son opticien, les lunettes, ça ne me va pas, je ne les supporte pas. Il va venir vous voir, vous allez dire, mais pourtant, c'était le bon ticket, etc. C'est juste que c'est trop différent de son ancienne correction. Donc, une différence de sphère de 0,75 dioptries par rapport à son ancienne correction. Un cylindre, pareil, de 0,75 dioptries. Un cylindre significatif, c'est-à-dire supérieur à 75 dioptries, avec une différence d'axe de ce même cylindre de plus de 10 dioptries. Et chez les patients un peu plus, chez les presbytes, ne pas rajouter d'addition de plus de 0,75 dioptries à chaque fois. Alors, on avait fait une partie un peu plus longue la dernière fois. Pourquoi on a conservé que celle-là? Pour deux choses. La première, les lunettes, ça coûte très cher. Et pour certains patients, c'est vraiment un investissement. Donc, ils vont avoir du ressentiment beaucoup plus facile. Et la deuxième chose, c'est très chronophage pour vous et ça vous met tout de suite dans l'embarras ou une consultation un peu tendue si vous avez prescrit ou fait une erreur de prescription là-dessus. Ne vous prenez pas la tête, on le repassera tout à l'heure, prenez-le juste en photo, c'est un réflexe à avoir et ça vous évitera en fait des situations qui ne sont pas vraiment agréables et qui sont juste évitables assez facilement. Ouais, donc là, l'objectif, c'est juste pour justement votre premier jour un peu moins galérer. Donc, on essaie de vous donner des mots un peu clés, des grandes idées phares, mais vous inquiétez pas, ça va petit à petit rentrer très vite. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas.
Donc ensuite, la pression intraoculaire, c'est pareil, ça c'est quelque chose, il faut être assez systématique et l'apprendre à chaque fois. Donc c'est avec le même appareil que le réfractomètre automatique. On prend la réfraction et juste après la PIO, souvent air pulsé, on va le voir. Donc la pression intraoculaire, c'est l'équilibre en fait entre la production d'humeur aqueuse de votre œil et l'équilibre du coup avec son élimination, auquel on rajoute la pression veineuse et épisclérale. Donc ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, faut toujours mettre en rapport la pression intraoculaire avec la pachymétrie. La pachymétrie, c'est-à-dire l'épaisseur de votre cornée en microns. Le réfractomètre, il vous donne la pression, enfin le tonomètre, du coup, il vous donne la pression intraoculaire et la pachymétrie. Très souvent aussi, il donne une pression ajustée en fonction de la pachymétrie. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais il faut l'avoir en tête. Donc, très schématiquement, je ne sais pas si vous avez cet exemple en tête, mais une cornée épaisse, la PIO est en fait surestimée. Prenez l'exemple d'un ballon de baudruche avec une paroi fine, même gonflé fort, il va être quand même mou. Et inversement, un ballon de basket, même dégonflé, c'est-à-dire avec une pression à l'intérieur qui est vide, va paraître très dur. Donc voilà, pensez à cet exemple-là. Une pression, une pachymétrie augmentée, ça va surestimer votre pression intraoculaire. Votre ballon de basket qui est en réalité dégonflé peut paraître dur. Donc ça, c'est le même appareil que le réfracto qui fait, on fait la réfraction et de suite après la tonométrie. Là, il faut demander au patient de bien ouvrir les yeux, de regarder le petit point vert qui clignote et ensuite le prévenir. Bien sûr, certains patients vont être un peu surpris et parfois un peu gênés si vous ne les prévenez pas qu'ils vont se recevoir un petit jet d'air dans l'œil qui peut être un peu incommodant pour certains. Ensuite, une autre manière de prendre la pression dans les yeux, en général, quand on retrouve une anomalie de la pression au tonomètre à air pulsé, il faut faire une PIO à l'aplanation. Au début, vraiment, vraiment là, on vous l'a dit, mais au début, prenez le temps de faire les choses, d'apprendre et d'être vraiment systématique et d'apprendre tous ces petits gestes qui au début peuvent être un peu impressionnants. Ça consiste en quoi la PIO à la planation? C'est on va poser souvent c'est un petit appareil qui est compris dans la lampe à fente. On pose un petit cône en plastique qui doit se poser sur l'œil. Donc pour pas que ça soit trop inconfortable pour le patient, il faut mettre une goutte d'anesthésiant, donc de l'oxybu. Et pour pouvoir l'interpréter, il faut aussi mettre une goutte de fluo. Il faut vraiment penser à cette goutte d'oxybu, que ce soit pour prendre une PIO à la planation ou les patients aussi qui sont très douloureux. Vous verrez, mettez juste une petite goutte d'anesthésiant. Ça rend des fois l'examen beaucoup plus facile pour vous et moins désagréable pour le patient. Petite aparté, les collyres d'oxybuprocaïne, ne les donnez jamais aux patients. Parce que certes, ils sont très contents parce qu'ils sentent plus rien. Mais en fait, la cornée, elle se cicatrise en se ressentant les choses. Donc si on anesthésie trop la cornée, on fait un ulcère. Et donc ça, ils vont être tentés parfois de vous le prendre sans que vous le voyez, parce qu'ils sont pas bêtes. Mais s'ils le récupèrent à la maison et qu'ils l'utilisent, vous allez le revoir dans 2 jours, il aura encore plus mal, il aura peut-être une cornée surinfectée, et parfois ça peut flamber sur des petites histoires comme ça. Donc faites attention, c'est chasse gardée, c'est uniquement l'ophtalmologue qui a l'oxybu ou la tétracaïne. Et d'autant plus, s'il a plus mal, il ne se rendra pas compte que son état s'aggrave. Donc la douleur, c'est quand même un bon symptôme pour surveiller l'évolution d'un patient. Donc la PIO, donc vous allez voir, vous mettez votre petit cône en... Est-ce qu'on voit? Oui, on voit ma souris. Vous mettez ce petit cône en plastique sur cet appareil de la lampe à fente. On en a une juste ici, tout à l'heure, on vous montrera un peu plus en détail. Vous avancez tout doucement vers l'œil du patient jusqu'à vraiment poser. Il ne faut pas appuyer, il ne faut pas pousser sur l'œil. Il faut vraiment juste déposer le petit cône sur l'œil. Et vous allez voir apparaître ces 2 demi-cercles qu'il faut. Donc c'est celui-ci, la bonne disposition des 2 demi-cercles qui correspondent à la PIO. Vous avez une petite molette sur la lampe à fente que vous allez tourner pour essayer d'obtenir cette conformation des 2 demi-cercles qui correspond à la PIO du patient. Il ne faut pas qu'il soit trop écarté, il ne faut pas qu'il soit trop resserré. C'est quand vous jouez avec la molette et que vous obtenez
cette conformation-là qui correspond à la bonne tonométrie. Donc la lampe à fente, on va y venir juste après. N'hésitez pas vraiment à jouer avec, que ce soit aujourd'hui et lors de votre tout premier jour. Il y a plein de différents aspects. Donc rapidement, là ici sur le côté, on a le zoom pour voir de plus ou moins loin l'œil. Cette petite molette en haut, elle sert à régler la hauteur de la lampe à fente. Je vous montrerai tout à l'heure dans des exemples. Ici, donc là, on a cette molette, on voit un peu mieux ici, qu'on avance et qu'on recule pour s'éloigner, s'approcher, aller vers la droite et la gauche, et qui se tourne aussi sur elle-même pour monter et descendre voilà, sur le champ de vision. Donc pareil, ici le zoom, la molette pour grandir ou diminuer la hauteur de la lampe à fente. Et ici, c'est la largeur de la fente. Donc là, par exemple, donc on met une fente large et haute avec du coup une illumination diffuse pour voir un premier aperçu de l'œil, voir un peu les signes qui ressortent. Je ne sais pas s'il y a un œil rouge ou alors si on peut zoomer, examiner aussi les paupières. Donc voilà, c'est différentes dispositions de lampe à fente. Si on se met donc l'examen en rétroillumination, c'est-à-dire qu'on va faire refléter la lumière de notre lampe à fente sur la rétine, qui va réfléchir et revenir pour mettre en évidence des éléments qui sont plutôt sur le segment antérieur de l'œil. Donc par exemple ici la cornée, on va le voir un peu plus ici. Donc ça c'est une cornéa guttata, une dystrophie de Fuchs, qu'on voit très très bien en rétroillumination. Donc on met vraiment la lampe toute droite sur la rétine. Et là, ce qu'on voit, ces petits points, c'est des choses qui sont sur la cornée. C'est des petites gouttes sur la cornée. Alors, c'est très bien si vous retenez les pathologies, c'est parfait. Retenez juste l'idée que la lampe à fente, ça va jouer beaucoup sur le relief. Plus vous zoomez, moins vous avez de profondeur de champ, plus c'est difficile d'avoir des images nettes. Donc, ne commencez pas à évaluer vos patients avec 40 de grossissement. Plutôt, quand c'est de la cornée, vous oscillez entre 10, parfois 16, mais entre 6 et 10. Et pour le fond d'œil, vous restez à 6, ça sera très bien. Là, les différentes positions, c'est comme l'a dit Rémi, c'est là où vous allez plein faire sur la rétine. Ça permet d'avoir la rétroillumination de la rétine. Si vous voulez chercher au niveau de la cornée, vous allez voir, ou même parfois vous n'allez pas voir, suivant sur quelle structure vous êtes en focus. Donc l'illumination en fente directe, c'est directement sur la cornée. Vous mettez le focus sur la cornée. Et indirect, vous allez mettre le focus sur l'iris. Et par la rétroillumination, mais cette fois sur l'iris, vous allez voir apparaître des surfaces au niveau de la cornée qui ne seraient pas forcément si visibles que ça. L'illumination diffuse, donc c'est très bien pour avoir un examen général. On va voir aussi juste après la transillumination aérienne qui peut vraiment démasquer des pathologies. Ça, c'est des patients. Ici, il nous dit qu'il ne comprend pas pourquoi la lumière le gêne dans tous les cas. Dans tous les cas, à gauche, on sait pourquoi maintenant la lumière le gêne. En fait, son iris laisse tout passer. Donc, suivant la position de votre lampe à force, vous allez être à même de dépister, de trouver des choses. Ça rend l'examen clinique grisant. C'est-à-dire que si vous êtes très bon en sémiologie, vous allez voir beaucoup de choses. Maintenant, on rappelle que c'est un apprentissage assez long. Il n'y a pas que 4 positions de lampe à fente. Il y a même certaines personnes qui sont capables de compter les cellules endothéliales juste avec la lampe à fente, pour vous dire. Donc, on prend son temps. C'est juste là pour comprendre que vous avez vraiment des bijoux technologiques avec vous, donc vous allez apprécier travailler avec. Maintenant, j'ai un peu aussi l'impression qu'on est un peu pris par le temps, donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Mais pareil, si vous avez des questions, on est à côté, soit juste après, soit sinon, on peut toujours prendre 5 minutes, hein, d'accord? Ouais, tout ça, vous le verrez en fait assez rapidement. Là, c'est un peu abstrait, juste comme ça, en vous expliquant. Juste ayez en tête que l'ophtalmologie, on a une chance énorme. Notre examen clinique, on a un microscope, on voit à l'échelle quasi, comme l'a dit Erwan, à l'échelle cellulaire, l'œil. On a un accès directement à l'organe à l'échelle cellulaire. Donc, c'est une spécialité qui est très visuelle et vous allez petit à petit apprendre à reconnaître chaque élément, chaque organe, chaque tissu de l'œil, puis chaque signe. Donc, il y a c'est très visuel. Vous verrez petit à petit comment savoir examiner chaque tissu, chaque partie de l'œil et à dépister chaque nouveau organe. Là, rapidement, en élimination directe, vous voyez les différentes couches.
Donc, il faut vraiment comprendre l'œil en fonction de sa profondeur avec, du coup, en premier, la cornée, la capsule antérieure, le cortex du cristallin et le noyau. Rapidement, la fluorescéine, c'est une goutte de colorant, un colorant du coup qui est orange, que vous utilisez avec la lumière bleue. Pareil, je vous montrerai comment faire avec la lampe à fente, et qui dépiste les lésions en vert, et qui permet de dépister aussi le signe de Seidel, c'est-à-dire quand il y a une perforation, un trou dans la cornée, l'humeur aqueuse va sortir de la cornée et va venir laver le film de fluorescéine qui est sur la cornée. Donc vraiment, dès que vous avez un doute, surtout, enfin même au début, mettez tout le temps une goutte de fluo, vous ne passerez jamais à côté de quelque chose. Après, voilà, rapidement, ça permet de mettre en évidence des dendrites. Donc dans un herpès, certaines lésions vont être plutôt évocatrices de traumatisme. Vous avez sûrement entendu parler de la KPS, la kératite ponctuée superficielle, qui est un des signes du syndrome sec, mais qui peut être retrouvé dans d'autres choses. Et enfin, les abcès quand il y a une infiltration du stroma, c'est-à-dire la partie un peu plus profonde de la cornée. Voilà des exemples. Donc ici, vous avez une KPS assez importante en inférieur de la cornée. Ici, un abcès avec une prise de la fluorescéine qui montre le défect, c'est-à-dire le trou dans l'épithélium de votre cornée. C'est là que se dépose votre fluorescéine. Et à côté, on voit un infiltrat blanchâtre dans le stroma, c'est-à-dire à l'intérieur de la cornée. Donc voilà, ça c'est typique d'un abcès. Enfin, pour finir, le Tyndall, ça c'est avec le fond d'œil, des choses qu'au début on galère un petit peu. La technique, je vous donne la technique du coup, comment faire pour voir ce Tyndall. Donc, il faut un peu penser des fois, vous voyez à travers les fenêtres, la poussière un petit peu qui vole, le Tyndall, c'est le même principe. Comment faut faire? Faut se mettre à 45 degrés, donc un angle de 45 degrés avec votre lampe à fente. Zoomer à 40 en général de zoom. Et en fente la moins haute possible et pas trop, pas trop fine et pas trop haute, un carré de 1 sur 1 mm, on va dire. Et vous allez essayer de vous mettre au point, de faire la mise au point dans la chambre antérieure. Donc vous mettez au point sur la cornée et vous avancez un tout petit peu. Du coup, vous arrivez dans la chambre antérieure. Et là, il va y avoir des toutes petites cellules. C'est vraiment très très fin au début. On réalise pas qu'on peut voir des choses aussi fines à la lampe à fente. Donc il faut vraiment être patient. Et au début, pour tous les patients chez qui vous suspectez des uvéites ou des choses où il peut y avoir un Tyndall, n'hésitez pas à quelqu'un d'autre de vérifier. Et dès qu'il voit ce signe, après vous, essayez de le retrouver. Au début, vous n'allez sûrement pas y arriver. Les premières fois, vous paniquez pas. Ça viendra. Au début, il faut être vraiment très patient sur l'examen clinique. C'est loin d'être facile, mais voilà, il faut être patient. Et après, ici, je ne sais pas si vous voulez utiliser ce QR code, il y a des petites vidéos sur des tutos lampe à fente, mais ça, vous le verrez très très vite au cours de votre stage. Bah déjà, merci Rémi, c'était très précis. Peut-être une petite remarque sur le Tyndall. Moi, ce qui m'a permis de les voir, c'était simplement de mettre la lumière à fond. Donc n'hésitez pas, parfois ça se joue que à ça. Donc mettez la lumière à fond au niveau de l'œil et vous verrez plus de chance en Tyndall. On va essayer d'aller un peu plus vite. On va essayer de pas trop retenir ceux qui nous écoutent un peu plus loin. Et nous, bah, si on commence à avoir faim, on va essayer de finir avant 13h. Donc je vais faire assez concis. Mais je me répète, c'est vrai. Mais n'hésitez pas à m'arrêter au besoin. Ok? Parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Donc je peux très bien prendre les minutes supplémentaires. Ça ne me dérange pas du tout. Le fond d'œil. Alors, le fond d'œil, c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, ça, c'est une photo d'Optos, donc c'est une rétinographie grand champ. Souvent, dans les grands services, souvent il y en a, mais on en voit de plus en plus. Bref. Ça, c'est ce que vous voyez avec votre lentille. C'est-à-dire que tout examen du fond d'œil, l'image est inversée. Le haut est en bas, le bas est en haut. C'est quelque chose qui va vous mettre du temps en apprentissage. Ça prend en moyenne 6 mois.
Et on ne dit pas ça parce que on veut saucer toutes les personnes qui le font en 2 semaines. C'est qu'il y a beaucoup de susceptibilité. C'est pas de subtilité, pardon. Il y a beaucoup de subtilité. En fait, un très bon fond d'œil peut redresser des diagnostics assez complexes voir la micro-déchirure en extrême périphérie. Vous n'allez pas réussir à le faire en 1 semaine, mais par contre, en 1 semaine, vous êtes capable de voir le fond d'œil et le pôle postérieur. Et même tout à l'heure, avec l'atelier lampe à fente, vous allez voir que c'est très facile de voir la rétine et on peut y arriver assez simple avec quelques étapes. J'ai décrit assez rapidement. Vous demandez au patient de regarder l'oreille opposée à l'œil que vous examinez. Vous reculez au maximum la lampe à fente. Vous placez la lentille devant l'œil et en plaçant la fente entre ses pupilles, vous avancez et au bout d'un moment, vous allez voir un reflet orange. Et plus vous avancez, vous allez voir les détails de l'iris. Et s'il regarde bien votre oreille, vous allez tomber tout droit sur le nerf optique. Voilà. Ça, c'est la base. Entraînez-vous un maximum. Ça va rentrer dans votre acuité sensorielle. Et puis vous le ferez après sans réfléchir. D'accord? Mais ça prend du temps. D'accord? L'image est inversée, ça on l'a déjà dit. Quelques petites... bon, ça c'est de l'anatomie, je pense qu'on peut passer. Vous allez vraiment brièvement tous savoir tout ça. La règle Lisont, pareil, c'est une règle qui concerne certains types de glaucome, notamment le CAO. Bon, c'est pas vraiment plus important. Je tenais juste à vous parler de cette histoire. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée en ma première garde de Cochin. J'ai un patient jeune de 18 ans qui a une hypertonie, donc crise aiguë de fermeture de l'angle. Je panique. On m'a toujours dit, et c'est jamais un mauvais réflexe, c'est vous prenez tous les collyres hypotonisants et vous lui mettez dans l'œil, d'accord? Sauf que juste après, on lui fait un bilan et puis on voit ça. Et en fait, c'est un patient sportif qui va très bien. Mais là, actuellement, il est à 35 de battements cardiaques. Et donc, on se pose la question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce qui se passe, c'est que dans les collyres hypotonisants, on a des bêta-bloquants. Et c'est pas parce qu'on le met dans l'œil que ça va pas dans la circulation générale. Et bon, c'est pas le même ECG, mais c'est véridique. C'était vraiment les bêta-bloquants. Il y a 95% du principe actif qui entre dans la circulation systémique. Et on a même fait des études, hein. C'est pareil que prendre un comprimé de propanolol. Donc, pour éviter ça, petit geste tout simple, on appuie vraiment sur le canthus interne et on évite que la goutte entre dans les voies lacrymales et qui ensuite passe dans la bouche et qui va en péros et qui ensuite vient dans le système sanguin. OK? Voilà, c'est juste une petite chose comme ça. Il y a plein de réflexes comme ça, notamment si jamais vous envoyez un patient en réa, on vous demandera toujours si vous lui avez donné des gouttes de néocinéphrine. Donc c'est de l'adrénaline, ça peut faire partir en arrêt cardiaque, c'est possible. Et si vous l'avez fait, c'est toujours bien de le dire pour le futur réanimateur, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous être reproché si vous n'avez pas posé les bonnes questions. Et justement, quelles sont les bonnes questions? Pour les chambres étroites, réfléchissez à 2 fois au début avant de mettre du midriaticum parce que vous pouvez le faire partir en crise aiguë de fermeture de l'angle patient et ça peut avoir des répercussions visuelles euh, assez dommageables. La même chose sur la néocinéphrine, il y a plusieurs doses, d'accord? Donc le 10%, le 5%, c'est pas pour les enfants, d'accord? Déjà, on oublie, c'est le 2,5% et c'est après avoir demandé un avis à un chef pour la première fois, d'accord? Pas pendant la grossesse et surtout chez les patients polyvasculaires, cardiaques, en mauvais état de santé générale, demandez-vous si ça vaut le coup de regarder l'extrême périphérie de sa rétine avant de le dilater. D'accord? Avec de la néocinéphrine, bien sûr. C'est juste des messages, c'est juste des messages assez, peut-être, je vous provoque un peu en disant ça. La plupart du temps, tout se passe bien. Il y a jamais, il y a vraiment rarement de complications. Mais quand il y en a une, bah, c'est un geste tellement anodin qu'on se dit, c'est un peu bête. Oui, on vous le répétera, mais en première indication pour dilater un patient, c'est du midriaticum. La néocinéphrine a plus de risques d'effets secondaires. Voilà, c'est bien qu'on vous l'ait déjà dit une fois, vous le réentendrez. Et ou sinon, effectivement, l'autre collyre avec des effets secondaires notables, c'est les hypotonisants avec des bêta-bloquants dedans, donc contre-indiqués chez les asthmatiques. Partie des choses que vous pouvez essayer commencer à retenir maintenant. Ouais, et juste un point, si le patient a une hypertonie oculaire, il vaut mieux demander au senior avant de le dilater. Ça, c'est vraiment, on vous reprochera jamais, quoi.
Petit instant marketing. Alors bon là, c'est juste pour vous. Ça va intéresser surtout votre porte-monnaie. Alors ce que vous voyez en face de vous, c'est des lentilles pour les fonds d'œil. C'est des lentilles qui sont assez onéreuses. Là tout à gauche, on a la Volk 90 dioptrie qui est aux alentours de 400-450 euros. Juste à côté, la Superfil qui peut parfois, selon les codes promo que l'Anjo arrive à vous fournir et négocier avec leur sueur, entre 650 et 500 euros pièce. Et c'est peut-être un peu plus cher, je ne sais pas pour la Whitefield, j'ai pas toutes les informations en tête. Sachez qu'elles ont toutes leurs particularités. Il n'y en a que trois qui sont citées là, mais il y en a une palanquée finalement. Vous avez le temps de les essayer et vous avez la chance d'avoir des CCA, des seniors dans les services qui ont leurs propres lentilles. Mon conseil, ne vous jetez pas trop vite dans un investissement tel que celui-là. Essayez d'abord la lentille qui vous convient le mieux. Et ensuite, bah, c'est toujours bien d'investir dans son internat. Vous verrez mieux que des lentilles jetables. Et ça pourra vraiment. Enfin, ça a du sens d'investir dedans dans son internat parce que c'est un atout indispensable pour vos examens cliniques. Vous allez vous en servir tous les jours. C'est vraiment quelque chose de rentable pour vous. On pourra s'arrêter à un moment donné pour discuter un peu quels sont les types de lentilles qu'on peut vous proposer. Moi, j'ai ramené ma Superfil tout à l'heure si vous voulez l'utiliser. D'accord? Mais on en reparlera. Les lasers, on peut en parler assez rapidement. Des lasers. Oui. Euh, donc c'est juste pour que vous en entendrez parler plus tard aussi, mais il y a plusieurs lasers que vous serez amenés à avoir en stage. Il y a le laser IAG qui permet de découper les structures qu'on utilise donc pour faire des iridotomies périphériques, faire des petits trous dans l'iris des patients chez les gens qui ont une chambre étroite pour permettre un flux d'humeur aqueuse entre l'arrière et l'avant de l'œil pour élargir la chambre antérieure, pour faire des capsulotomies aussi. Donc c'est quand on a été opéré de la cataracte, on laisse le sac dans lequel il y avait le cristallin, on met l'implant dedans. Et souvent, après 2 ans, il y a des dépôts qui se mettent sur la capsule postérieure. Et ça, pareil, on peut l'enlever au laser YAG. Et bon, ça, c'est pas de suite que vous le ferez, mais on peut l'utiliser sur la rétine aussi quand il y a des hématomes pré-rétiniens. Mais ça, pas pour de suite. Ce qui est très important pour tous les types de lasers, c'est d'être parfaitement focalisé sur la structure pour éviter de taper sur une structure non voulue. Et donc là, on a le verre qu'on utilise pour... je sais pas, j'arrive pas à voir ce que c'est comme type de verre, mais il y a des verres différents selon la structure qu'on veut viser. Donc par exemple, pour faire une IP, on va avoir un verre qui va nous focaliser sur la partie périphérique de l'iris. Enfin, voilà. Donc utilisez le bon verre et le bon laser en fonction de ce que vous voulez faire. Le laser argon, c'est pour la rétine. Ça va permettre de photocoaguler la rétine. Donc, on l'utilise pour barrer des déchirures en périphérie de la rétine ou pour faire une panphotocoagulation rétinienne pour éviter le risque de néovascularisation. Et il y a écrit aussi iridotomie périphérique, puisqu'on peut l'utiliser pour affiner l'iris avant de faire l'IP au laser YAG. Et le laser SLT qu'on utilise au niveau de l'angle iridocornéen dans les glaucomes à angle ouvert pour activer la réabsorption d'humeur aqueuse. Donc cette fois, on se focalise au niveau de l'angle. Et après, je crois que j'ai mis les paramètres. Ça, c'est plus, on vous laissera le diapo et ça pourra vous servir si jamais vous êtes amené à faire des lasers et que vous savez plus quelle puissance vous mettre. Parce que bon voilà, retenir que c'est pas les mêmes puissances pour chaque laser et que c'est important de vérifier avant. Après, c'est souvent affiché dans les salles de laser pour pas vous tromper. On met moins de puissance pour une capsulotomie que pour une iridotomie périphérique, même si c'est le même laser par exemple. Donc voilà, ça c'est des petites choses qu'on vous redira plus tard, mais comme ça vous avez la note si jamais. Alors, il y avait une petite vidéo, mais on va la passer. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Juste un point pour le YAG SLT, c'est sur le même laser et il faut surtout pas confondre parce que le SLT peut aller vers la macula. C'est juste un point. Voilà. Effectivement. Alors, on va passer aux IVT.
Il y a pas mal de vidéos. Ces vidéos-là, moi, je les ai trouvées sur YouTube. Donc, si j'ai réussi, vous allez pouvoir le faire aussi. On va peut-être pas regarder toutes les vidéos parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais ensuite, je vais laisser la parole à Agathe qui va vous expliquer un peu ce que c'est l'IVT et ce que ça va représenter pour vous cette prochaine année. Tu peux passer. Donc, une IVT, c'est une injection intravitréenne. Donc, c'est un des premiers gestes qu'on va vous faire faire en autonomie, notamment dès les premiers jours. Enfin, moi, je me rappelle, c'était mon deuxième jour au 15-20. J'étais sur la vague d'IVT, avec un corps interne qui m'apprend évidemment. Donc, on va venir avec une aiguille 30 gauge piquer dans la pars plana, c'est la partie entre le limbe et la rétine. Et on va injecter un produit, ça peut être un anti-VEGF, des antibiotiques, de la chimiothérapie, enfin voilà, plein de produits possibles. Les indications en général, c'est la DMLL diabète, ce que vous verrez le plupart du temps. Et après, bon, endophthalmie, néobésodymiophore, lymphome, enfin ça vous verrez plus tard. En général, on pique en temporal sup, donc on fait regarder en bas et vers le nez. Et parfois, on peut piquer aussi autre part, notamment en inférieur, suivant le type d'injection et suivant le patient, suivant s'il a été opéré d'une trabe, des chirurgies filtrantes, il faut éviter la bulle, on ne va pas trouer la bulle, donc on pique loin. Il y a des contre-indications comme dans tout. Si l'œil est infecté, inflammatoire, on évite, conjonctivite, tout ça. S'il est en hypertonie, on ne va pas lui rajouter en plus de l'hypertension. Donc d'abord, on contrôle sa tension et ensuite on fait l'IVT si c'est nécessaire dans l'immédiat. Petit point, la croix que vous voyez, c'est les endroits où vous n'avez pas le droit de faire en bas à gauche. Il y a une sorte de petite croix. C'est les endroits où vous n'avez pas le droit de faire l'injection. 6h, 9h, parce qu'en fait, il y a des nerfs et ça fait mal. Ça fait mal et ça peut aussi endommager la cornée par du coup anesthésie cornéenne induite. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, on pique dans le cadran supérotemporal. Donc, sauf si bulle de filtration, c'est en inférieur. Et s'il y a un mélanome, en général, on nous dira où est-ce qu'il faut piquer parce qu'il faut, enfin, il y a des trucs à éviter. On pique entre 3,5 et 4 mm. Et s'il a un implant dans l'œil, hein, d'ailleurs. Opérer la cataracte. Et fac, si il a un cristallin, on pique à 4 mm. C'est pour éviter des structures comme la rétine et le cristallin. Donc là, il faut être perpendiculaire à l'œil et en direction de la papille pour éviter de taper dans le cristallin et dans la rétine. Et on va pas jusqu'à la garde, on n'enfonce pas tout l'aiguille, ça va faire mal au patient et en plus on peut taper des structures. Donc on enfonce suffisamment l'aiguille. On injecte le produit lentement parce que si on va trop vite, on peut faire de l'hypertonie. Et voilà, c'est pas mal déjà. Mm. Là, il y a eu des petites vidéos, voilà, il y a plusieurs types d'IVT. Donc il y a les classiques, c'est vraiment une seringue, on y va tout droit. Et parfois, il y a les Ozurdex et les implants pour de corticoïdes. Là, il faut faire des petits chemins. On va tunneliser, ça s'appelle. Donc voilà, là, il met donc en haut à droite, là, l'Ozurdex. Il met à 45 degrés, il traverse la sclère et après, il va se mettre à 90 et il va enfoncer et appuyer sur un bouton pour libérer l'implant. Voilà. Et en général, on essaye de décaler la conjonctive pour en fait, comme c'est gros, c'est à peu près 22 gauche, normalement, on devrait le suturer, mais on le suture pas, donc on fait vraiment un chemin. Et après, on essaie de frotter pour bien fermer la sclère et pas qu'il y ait des fuites. Là, il va le faire. Voilà. Yep. Et en dessous, c'est l'Illuvien, c'est un nouveau corticoïde. Ça, il y a une technique d'injection très particulière, mais il faudra vous faire former. Vous les faites pas tout seul quand vous avez jamais vu. Oui, voilà. C'est pourquoi on vous en parle aussi, c'est que un Illuvien, ça coûte à peu près 3 200 € ou dans ces eaux-là en tout cas. Un Ozurdex, c'est plutôt dans les 800 d'euros. Et une injection d'IVT de anti-VEGF, parfois il faut compter, ça dépend quel laboratoire, mais c'est à peu près une 300 d'euros. Donc si vous faites tomber, bah, pas cool pour la Sécu, mais c'est des objets qui valent cher et c'est des objets qui sont assez techniques. Donc les premières fois, toujours accompagné d'un senior. Ok? Ou d'un plus vieil interne, oui. À défaut. Là, c'est une complication d'un Ozurdex qui a été injecté dans le cristallin. Parce qu'il a mis probablement l'aiguille vers le cristallin au lieu d'être tangent au limbe et du coup, ça s'est rentré dedans.
Et ça, du coup, c'est une cataracte qui est traumatique. C'est plus compliqué pour la chirurgie derrière. Ça, c'est pour les recommandations au niveau du temps de bétadine. Donc, on rentre dans l'œil, donc il y a un risque d'endophtalmie qui est très faible mais qui existe quand même. Donc, on doit absolument désinfecter et mettre de la bêta. Normalement, donc, c'est 2 minutes. Après, ils disent que 30 secondes, ça suffit. En général, il y a l'infirmière qui fait un premier badigeon et vous en faites un deuxième. Mais c'est important de au moins laisser 30 secondes. Sinon, vous avez trop de risques. Les petits conseils, il faut être systématique, surtout les premières fois. Faites toujours les mêmes choses dans le même ordre, comme ça vous vous trompez pas. Bien désinfecter, prévenir le patient que ça pique, c'est normal. 30 secondes minimum. Toujours demander de l'aide. Si vous avez un doute, même parce que parfois le dossier est pas clair et il y a une erreur, enfin demandez au chef quand vous savez pas faire, quand le patient il dit que c'est à droite, en fait c'est à gauche. Enfin voilà, vous mettez pas dans la merde. Toujours purger parce qu'il y a une bulle d'air et il y a plus de produits, donc n'injectez pas tout, sinon vous allez faire une hypertonie, le nerf optique va prendre cher. Donc on enlève l'air, il y a un petit trait, vous allez jusqu'au trait, on injecte doucement, on communique et on rassure le patient parce que c'est impressionnant de recevoir une IVT. Ça peut faire un peu mal, notamment la bétadine. En soi, l'injection, elle n'est pas très douloureuse parce que la sclère, c'est pas très innervé. Par contre, ce qui fait mal, c'est tout ce qui est avant, donc la bétadine. On met de l'oxybu, voire de la tétrakéine, voire de l'ophtésique si vraiment le patient il n'arrive pas à tenir les yeux ouverts, qui fait sauter le petit blépharostat qu'on met pour maintenir les yeux ouverts. Donc on le rassure et on l'anesthésie surtout. Si jamais c'est pas des seringues pré-remplies, parce que ça arrive qu'on ait des flacons, il faut bien désinfecter le haut du flacon, sinon endophtalmie. Et faites-vous aider toujours par l'écho interne. Regardez comment chacun fait. Chacun a sa technique. Et après, vous prenez du meilleur de chacun et vous faites la vôtre, dans le respect des recos et de la safety, évidemment. Et rincez à fond, parce que la bétadine, c'est vraiment très, très irritant. Ça fait très, très mal. Et donc, on rince bien. Au moins un flacon de BSS dans l'œil du patient après, quoi. Sinon, ils vont vous détester. Le jour où vous avez une conjonctivite virale, mettez une goutte de bétadine Oui, pour à la fois pour démesurer. traiter la conjonctivite virale, mais vous vous rendrez compte à quel point ça fait mal, hein. Le chalazion, c'est aussi un geste que vous pourrez être amené à faire dans vos vacations d'IVT ou de chalazion. C'est un geste qui est assez simple. On va mettre une pince à chalazion pour isoler les chalazions. Ça permet aussi de faire d'ischémie un peu les vaisseaux, donc on s'assaigne moins. Voilà, on installe la pince, on retourne la paupière. Et on a fait l'anesthésie des paupières avant, hein. D'accord, on fait pas ça comme ça, s'il vous plaît. Voilà, donc là, on retourne et laissez un temps entre l'anesthésie et le moment où vous faites ça parce que sinon il va faire mal. Il va avoir mal. Donc après, avec une petite lame, on vient inciser de manière verticale dans la coque du chalazion. Ensuite, on va venir curer avec une curette, on va le vider. Et après, si vous pouvez, vous prenez une petite paire de ciseaux ou des vanas, des petits ciseaux, et vous venez couper la coque, si vous pouvez. Parfois, le patient est trop douloureux, parfois, vous ne la voyez pas. C'est c'est pas systématique, quoi. Et après, on fait pas de point de suture, on retire, on ferme l'œil, c'est terminé. Ça prend 10-15 minutes, quoi. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Chalazion. Excellente question. Je suis d'accord. Ouais. Ah. Appuie sur le bouton REC, Mick. Là? Ok. Oui. J'avais juste une question par rapport au geste sur le chalazion, Mhm. mais j'avais juste entendu, donc je dis vraiment peut-être de la merde, mais par rapport au fait que c'est assez invasif pour les glandes lacrymales et qu'en fait ça se complique d'œil sec, Ouais. donc, et que ça se faisait plus trop, mais... En fait, on essaie d'éviter au maximum. Vraiment, vous dites aux patients, faites les massages, continuez parce que inciser un chalazion, c'est traumatiser une glande, voire même plusieurs. Et en fait, en général, c'est des processus qui sont inflammatoires et les patients continuent à faire des chalazions, donc vous allez être amené probablement à les inciser plusieurs fois. Donc vraiment, essayez de convaincre le plus possible de pas faire le chalazion. Vraiment, quand vous avez une vague de chalazion, les trois quarts, vous les faites pas, hein. Vous évitez, enfin, vous essayez. Après, ils vont forcer, mais
Objectif pas incisé. Et il y a surtout, c'est une très bonne remarque, mais le fait que l'incision soit verticale, on évite de traumatiser trop de glandes parce qu'elles sont verticales aussi. Et donc, si on fait un trait horizontal, on va juste faire un plus grand dégât localement. C'est d'où l'intérêt de l'incision verticale. Bon, soit de toute manière, vous allez avoir le diapo. En tout cas, vous aurez une partie des diapos. J'ai voulu faire, on va peut-être faire les cinq cas qui sont demandés dans votre maquette. Le reste, je pense que vous allez avoir le temps de découvrir. Il faudra se faire un peu la main sur les DCI. Vous allez connaître que la plupart du temps, quand on prescrit des corticoïdes locaux, soit c'est du Dexafri, maintenant un peu de la Flavis. C'est un peu des noms que vous allez entendre. On travaille sur un petit livret, justement, avec toutes les DCI, et il devrait arriver assez rapidement. Il devrait, en tout cas, j'espère, parvenir jusqu'à vous. On parle juste rapidement, c'est la fin là, donc c'est un peu dur, je suis d'accord. Juste, si vous arrivez juste à retenir une chose sur toutes les diapos qui va se passer, c'est déjà très bien. Là, on commence déjà un peu à faire du très spécifique. On va faire peut-être quelques petites prises en charge et du coup, on va parler peut-être de la plaie du globe. Donc, la plaie du globe, c'est une des rares euh, urgences chirurgicales ophtalmiques qui font réveiller des seniors pour opérer la nuit. Il faut savoir qu'on a un délai qui est assez intéressant, c'est quand on est à moins de 6 heures, on a un pronostic meilleur, donc on est plus amené à motiver nos anesthésistes à prendre un bloc d'urgence plutôt qu'un prélèvement multi-organe. D'accord? Donc c'est ce délai-là qui est intéressant, donc on date toujours à partir de quand ça a commencé. On essaye de faire une acuité visuelle, mais la plupart du temps, ils ne voient même pas la lumière. Et ensuite, on fait un pansement, en tout cas, on protège l'œil, donc pansement compressif dans certaines citations. D'autres mettent juste une coque oculaire pour juste qu'il n'y ait pas de contact dans l'œil qui pourrait être encore plus grave. On met à jeun, parce que c'est une urgence chirurgicale. On met des antibiotiques prophylaxiques. Donc ça dépend vraiment de chaque hôpital. Si jamais on a un contexte de traumatisme, notamment métallique, on demande un scanner et après ensuite on appelle notre senior dans la foulée et ça doit vous durer à peu près une quinzaine de minutes. Ça dépend des cas, hein. Si jamais ça fait 7 jours qu'il a s'appelé, on est peut-être un peu moins stressé. Pareil, la crise aiguë de fermeture de l'angle. Vous arrivez un jour, vous voyez un patient qui a mal aux yeux, il a un œil super rouge, il a très très mal, limite il vomit. Il est passé la veille aux urgences, on lui a dit, on a fait tout le bilan, on n'a rien trouvé comme cause à vos vomissements. Finalement, c'était la crise aiguë de fermeture de l'angle. Il arrive, il a 50 de PIO. Déjà, on respire, c'est pas grave. Vous allez vraiment pouvoir avoir le temps de bien prendre en charge ce patient. Vous prenez tous vos colliers hypotonisants, vous commencez à mettre des colliers de manière horaire dans l'œil concerné. Vous faites une prise de sang, on met un cathé et ensuite on met le Diamox et ou le magnéto. C'est une situation qui peut être stressante, mais le stress, il va falloir l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que là, vous ne prenez pas la tête. Déjà, vous savez qu'il faut faire baisser la tension le plus rapidement possible. Et le temps que vous fassiez quelques gestes en 5 minutes, vous avez tout à fait le temps de contacter votre senior à la 6e minute. D'accord? Donc il n'y a pas de. L'urgence, elle est réelle dans le ressenti, mais vous n'êtes pas à 5 minutes pour sauver un patient. Vous avez vraiment des délais parfois de 20 minutes pour réfléchir, pour aller contacter un senior. Il n'y a pas besoin de courir dans le service forcément. Il n'y a pas d'arrêt cardiaque, d'accord? Donc prenez votre temps et moi, ce qui m'aidait, c'était de se dire que dans tous les cas, il fallait faire baisser la tension. Alors, dans certaines situations, on peut aussi mettre des anti-inflammatoires, mais ça, ce sera après un avis senior. Et le traitement qui est assez sympa, c'est le traitement laser, mais ça, on vous laissera peut-être pas le faire la première année. L'endophthalmie, vous allez peut-être être confronté à ça. Pareil, il faut avoir le réflexe, surtout en post-opératoire. Euh, la plupart du temps, on hospitalise. C'est des traitements intravitréens, souvent faits par des seniors au départ parce que c'est extrêmement douloureux pour le patient. Et ensuite, des antibiotiques systémiques. Et on verra ensuite s'il y a des suites chirurgicales. Juste au début, en phase socle, l'enjeu, c'est vraiment de faire le diagnostic là, de ces différentes situations. Après, comme c'est des cas graves où la vision du patient elle est en jeu, c'est des cas où vous serez seniorisé. Donc, c'est
pas forcément. Enfin, le traitement, vous pouvez essayer de le retenir, mais c'est surtout essayer de vous rappeler de ces tableaux cliniques du patient qui est extrêmement douloureux, qui vomit. Il faut vérifier la tension et c'est peut-être une hypertonie. De ce patient en post-opératoire qui arrive avec un œil très rouge et une très grosse baisse de vision, il faut penser à l'endophtalmie. Voilà, c'est surtout pas passer à côté du diagnostic et la prise en charge, on vous aidera. Oui, exactement. C'est comme je vous dis. Et la plaie de globe, pareil, le patient qui s'est pris une branche dans l'œil, mettre une goutte de fluo pour voir s'il y a un sidle, vérifier la tension pour voir s'il y a une hypotonie et qu'en fait son œil il est en train de fuir. Voilà, ce qui est important, c'est de ne pas passer à côté. Là, peut-être une petite chose, la brûlure oculaire, quand vous envoyez quelqu'un qui vient pour une suspicion de brûlure oculaire, voyez-le avant les autres. Parce que, il y a un délai d'action et le traitement est tout simple. Vous mettez une bandelette urinaire au niveau de ses paupières pour savoir quel est le pH lacrymal. Et puis ensuite, vous commencez le lavage, vous mettez une poche de sérum Phi sur son œil. La question du délai est importante. C'est dommage de l'avoir fait attendre 2 heures si jamais c'est vraiment une réelle brûlure oculaire. Donc restez un peu alerte sur les causes de pourquoi les patients viennent aux urgences, si vous y pensez. Mais c'est une petite chose à avoir en arrière-pensée quand vous êtes aux urgences. Si vous voyez une brûlure, essayez de le voir un peu plus avant que d'autres. Pour vous, mouche volante, flash lumineux, bon, amputation du champ visuel, ça je sais, mais surtout mouche qui vole, il faudrait faire un verre à 3 miroirs, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment toute la périphérie, de ne pas passer à côté d'une déchirure. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que comme ça, vous vous entraînez à le faire. Et la deuxième, c'est que ça arrive chaque année que par flemme de dilater, on passe à côté de décollements de rétine et qui reviennent Macof. C'est quelque chose d'assez classique et c'est évitable. Et vu que vous, pour l'instant, vous êtes là pour apprendre un maximum de gestes, je vous conseille d'être systématique pour le moindre symptôme qui ressemble ou qui pourrait ressembler de près ou de loin à un décollement de rétine. Juste Macof, ça veut dire que la macula est décollée. Et du coup, il voit pas. Et un verre à 3 miroirs, V3M, c'est une lentille qu'on pose sur l'œil. Donc pareil, dès qu'on pose une lentille sur l'œil, il faut anesthésier. Et ça permet de voir la rétine de manière plus périphérique, sans que le patient cligne, etc. Donc c'est un examen plus systématique de la rétine. Donc dès qu'on cherche quelque chose en périphérie ou qu'on recherche vraiment quelque chose sur la rétine, par exemple une déchirure, il faut poser un verre à 3 miroirs sur l'œil pour examiner vraiment en détail cette rétine. Et je pense qu'on est bon. Bon, et le traitement, il est quand c'est décollé, pas quand c'est juste une déchirure, mais quand il y a un décollement, le traitement, il est vraisemblablement chirurgical. Voilà, bon, le reste, c'est moins pertinent, je trouve, compte tenu de notre état d'alimentation précaire. On a tous un peu faim euh, et on est tous un peu fatigués peut-être. Donc, il est le temps de se ressourcer. Et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Et sinon, on se revoit juste après pour manger tous ensemble. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Et puis, on va passer au buffet tout de suite.